Mon objectif, durant ce temps que nous allons passer ensemble, ça va être de revenir sur les décisions rendues par le Conseil d'État hier. 3 décisions dont on va un peu parler, qui ont commencé à faire un peu de bruit dans la presse, tandis que j'ai un peu tout lu sur ces dernières. On a dit dans la presse, le Conseil d'État a rejeté les plaintes des médecins, tandis que de l'autre, on a pu venir dire que, eh bien, euh, c'était intéressant parce que l'action du gouvernement était validée. Rien de tout ça, rien de tout ça, rien de tout ça, et on va en parler. Euh, Qu'est-ce que j'ai besoin de vous dire d'abord, en fait? La première chose que j'aurais besoin de vous dire, c'est deux annonces. Deux annonces, une remarque. Première annonce. Demain, 10h, Emmanuel Sarrazin, donc que vous connaissez maintenant, qui est médecin chez SOS Médecins, qui est fondateur du collectif, on va faire un live ensemble. L'objectif, c'est quand même de refaire un point de situation médicale. Vous vous posez beaucoup de questions sur le plan médical, à titre personnel. Il y a des questions d'ordre général et des questions d'ordre personnel. Et je souhaite vraiment que vous puissiez poser ces questions. Nous souhaitons, avec les gens du groupe, que vous puissiez poser ces questions. Euh, Posez-les par message privé, adressez-les-moi. Demain, je serai avec Emmanuel. Je lui poserai moi-même des questions, effectivement, d'ordre général. Nous ferons un point. Et je poserai alors vos questions particulières. Nous referons la même chose en fonction des questions qu'il y a mardi. Nous essaierons sur au moins 4 fois par semaine de tenir un live médical, purement médical. Je répète, au risque vraiment d'insister, ce groupe est le vôtre. Moi, je refuse que vous alliez chercher les infos sur les plateaux télé. Je refuse d'être là pour vous rassurer. Je refuse qu'on soit là pour vous inquiéter. Je veux juste vous donner les éléments tels qu'ils sont, voilà, avec humilité, tels qu'ils sont. Et la conférence de presse d'hier nécessite qu'on y revienne peut-être un peu. Deuxième remarque, deuxième annonce. Euh, j'ai choisi tous les jours de cette semaine de revenir sur un des grands scandales sanitaires de la Ve République, en tout cas depuis le sang contaminé. J'ai vraiment choisi de revenir sur ces scandales et notamment effectivement de venir vous parler précisément d'abord du sang contaminé. C'est demain 17h, le sang contaminé. On va revenir sur la nécessité de comprendre ce qui s'est passé. On va essayer de revenir sur cette phrase responsable mais pas coupable. On va revenir sur le fonctionnement de la Cour de justice de la République. On va tenter de comprendre ensemble comment ça s'est déroulé. Qu'est-ce qui vous ai mis d'ailleurs une petite vidéo de 3 minutes de Lina qui vous permet de faire une synthèse. C'est important. Profitons de ce confinement pour revenir sur ces grands scandales sanitaires. Voilà. Euh, Troisième remarque, peut-être. Non, une remarque. Deuxième annonce, une remarque. La remarque, c'est que on m'a posé une question. Enfin, on m'a envoyé un message. Donc, pourquoi est-ce que je suis contre le protocole du professeur Raoult? Je suis un peu surpris. Moi, je suis contre rien du tout. Et je ne suis pour rien du tout. Je pense que mon rôle, il n'est pas dans ce groupe d'être contre ou d'être pour. Mon rôle, il est même pas tellement de vous donner finalement mon avis dont vous vous foutez royalement et vous aurez raison. Mon rôle, il est de vous informer. Et aujourd'hui, ce que je peux dire du protocole du professeur Raoult, c'est relativement simple. C'est que c'est un protocole qui mérite d'être suivi sur le plan de l'essai clinique. Et on y reviendra quand on parlera tout à l'heure de la chloroquine. Il faut, à mon avis, c'est la logique même, en fait, de suivre ce protocole sur le plan de l'essai clinique. Mais pour autant, c'est pas parce que je le suis sur l'essai clinique que je dis que ce protocole est valide. Je dis que ce protocole mérite d'être examiné dans sa validité. C'est ça que je dis. Et je dis que l'urgence sanitaire ne doit pas nous dispenser de la raison.
et que le protocole du professeur Raoult, j'y insiste vraiment d'un mot, moi je n'ai pas d'avis dessus, je n'ai pas à avoir d'avis. Est-ce qu'il marche, est-ce qu'il ne marche pas? Le professeur Raoult, je présume, n'est pas le dernier des imbéciles, je présume qu'il dit qu'il marche. S'il marche, c'est qu'a priori c'est que ça doit être vrai. Pour autant, et je vous raconterai demain une histoire sur le sida, où vous verrez que c'est loin d'être aussi simple. Bien. Parlons de ces arrêts du Conseil d'État. Alors essayons de faire un point de situation. Ah, c'est sympa ça. Ah, c'est génial ça. Pardon, hein, mais j'ai un professeur de médecine du Bangladesh. Ah, c'est intéressant ça. Je lui réponds, un professeur. Ok. Je lui réponds juste parce que c'est génial ça. C'est joie du direct. Hello. Je lui réponds juste I am. J'arrive, hein. Je suis désolé. Voilà, c'est fait. Bah, c'est bien ma veine. Il est orthopédiste. C'est bien dont j'avais besoin, tiens. Bref, pas grave. Je peux pas être infectiologue, ça m'a arrangé. Bon. Alors, j'ai vu vos questions. Hein. Quel est le fondement juridique de votre plainte? Pourquoi Madame Buzyn ne s'explique pas sur sa déclaration comme quoi elle savait? Au risque de vous décevoir, je vais pas y répondre. Madame Buzyn, pourquoi elle s'explique pas sur sa déclaration? C'est pas l'objet du débat. On va essayer de concentrer les choses sur ce qui nous intéresse. Je vous explique la situation. Plusieurs personnes, syndicats, ont déposé des recours devant le Conseil d'État. Il y a eu la semaine dernière le syndicat des internes, et cette semaine, il y a eu, entre autres, le SMAER, qui est un syndicat de médecins d'Aix-en-Provence et région, un truc du genre, médecins généralistes, je crois, et vous avez un syndicat d'infirmières, un syndicat ou une association d'infirmières libérales, je suis pas sûr, mais je pense que oui, qui ont déposé un recours devant le Conseil d'État, entre autres. Il y a eu 3 requêtes. Qu'est-ce que ces gens demandaient? Alors ces gens demandaient, pour les premiers, ils demandaient un certain nombre de choses sur le fondement de l'article L521-2 du Code de justice administrative, et il faut que je vous en parle un instant, je vais vraiment essayer d'être le plus clair possible avec ça. Vous devez savoir, pour ceux qui ne seraient pas juristes, que le juge administratif, il y a en France, très simplement, 2 grands ordres de juridiction, le juge administratif et le juge judiciaire. Le juge judiciaire, c'est celui que vous saisissez. Il y a mon professeur qui est très impatient de parler, manifestement. Le juge judiciaire est celui... Le juge judiciaire est donc celui que vous saisissez lorsque vous avez des problèmes entre vous, pour faire simple. Le juge administratif, je schématise, est celui que vous saisissez quand vous voulez faire juger l'administration. Dans le cadre de ces recours, vous avez un truc qui s'appelle le référé, qui est la procédure d'urgence, et devant le juge administratif, vous en avez plein de référés. Vous avez le référé suspension, c'est-à-dire que l'administration, typiquement, par exemple, dans les décrets sur la chloroquine, on pourrait aller devant le juge pour demander l'annulation du décret, mais il faut savoir que l'annulation du décret, quand vous demandez l'annulation, ça n'enlève pas le caractère exécutoire au décret, c'est-à-dire, pour faire simple, que le décret reste applicable même si vous faites un recours. Pour autant, vous avez la possibilité de demander au juge de le suspendre, ce décret. C'est-à-dire que vous dites, voilà, monsieur le juge, tant que vous n'avez pas statué sur l'annulation, je vous demande de suspendre le décret en cas d'urgence et de doute sérieux sur sa légalité. Bon, c'est pas la voie qui a été utilisée ici. Vous avez un deuxième référé, pour faire simple, qui est un référé mesure utile. C'est celui que moi j'avais choisi d'ailleurs pour les masques FFP2, qui est de demander au juge d'ordonner, d'enjoindre à l'administration toute mesure qui paraît utile à la situation
d'un requérant à la situation de quelqu'un, pour faire simple. Et vous avez un troisième référé, et vous allez voir que c'est pas inintéressant, qui est celui qui a été utilisé hier et la semaine dernière, à propos duquel je n'aurais pas donné cher de sa recevabilité, et ça n'est pas sans poser de problème d'ailleurs. Le référé qui a été utilisé, c'est le référé liberté. C'est-à-dire que vous avez une disposition dans le code de justice administrative qui est codifié à l'article 521.2, qui est intéressante parce qu'elle vous dit que le juge administratif, lorsqu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée donc, par l'État ou une personne de droit public à une liberté fondamentale, eh bien, le juge peut, en gros, prescrire toutes les mesures qui sont de nature à faire disparaître l'atteinte et à condition qu'il existe une situation d'urgence caractérisée. Je redis ça de manière plus claire. Imaginez, voilà, je vous donne un exemple. Demain matin, l'administration décide, je schématise, de vous mettre en quarantaine forcée, de mettre des policiers à votre porte et de mettre des policiers à votre porte et de vous empêcher de sortir. C'est une atteinte grave à une liberté fondamentale qui est votre liberté d'aller et venir. Dans ces cas-là, vous pouvez vous adresser au juge des référés en référé liberté pour qu'il fasse cesser cette atteinte grave et manifestement illégale en urgence à votre liberté fondamentale. Alors, typiquement, liberté d'aller et venir étant liberté fondamentale. Alors ici, qu'est-ce qu'a demandé, et c'est un truc intéressant, qu'est-ce qu'avait demandé la semaine dernière le syndicat des internes et qu'est-ce que demandaient cette semaine les requérants? Ils ont demandé la semaine dernière, pour faire simple, test pour à peu près tout le monde et aggraver les mesures de confinement pour passer à un confinement total. Alors on me dit qu'on voit pas le live. Pourquoi est-ce qu'on voit pas le live? Je ne sais pas pourquoi on voit pas le live, je suis sur le groupe. Si tout le monde me voit, quelqu'un peut repartager le live. Voilà, c'est repartagé, donc c'est bon. Alors, donc la semaine dernière, ils ont demandé, donc je comprends bien, ils ont demandé l'aggravation des mesures de confinement et test pour tout le monde, pour faire simple, l'un n'allant pas sans l'autre d'ailleurs. Cette semaine, le syndicat, les requérants dont je vous parle là, donc c'est-à-dire syndicat d'infirmières ou association d'infirmières, ce qu'elle demandait, c'était pas inintéressant parce qu'elle demandait eh bien la chose suivante: enjoindre à l'État d'adopter toute décision, achat, commande, collaboration internationale et mesures urgentes, notamment réglementaires, qui sont nécessaires afin d'assurer un approvisionnement suffisant en matériel, tant sur le plan quantitatif que qualitatif, de l'ensemble des professionnels de santé les plus exposés, notamment les infirmiers libéraux, afin de leur permettre une prise en charge satisfaisante de leurs patients, notamment ceux atteints du Covid-19, de nature à garantir la protection de leur santé. C'est-à-dire que, pour faire simple, ce que demandait en premier lieu ce syndicat, demandait d'enjoindre à l'État, d'ordonner à l'État d'adopter toutes les décisions et mesures urgentes, et notamment sur le plan des textes, pour assurer un approvisionnement suffisant en matériel. Voilà. Bon. Et il voulait d'ailleurs faire prononcer une interdiction de vente des masques auprès de personnes qui ne sont pas exposées à un risque particulier. Première mesure. Deuxième mesure. Enjoindre à l'État de prendre toutes les mesures de police et de réquisition nécessaires pour faire procéder à la fabrication ou à la remise des stocks suffisants de masques de protection
en particulier FFP2, gel hydroalcoolique et toutes les mesures donc, de combinaison, etc., pour que le matériel puisse être redistribué aux professionnels de santé, notamment aux infirmières requérants. Bon, ça c'est ce qui était demandé. Une urgence, ok, il fallait une urgence. L'urgence, elle se déduit assez facilement de la situation de pénurie. La pénurie, effectivement, de matériel justifiait que soient prononcées des mesures en urgence. La condition de l'urgence ne faisait pas défaut. Mais il fallait, je vous l'ai dit, et c'est là où j'aurais pas parié très cher de cette requête, ni la semaine dernière d'ailleurs, c'était amusant parce que on a beaucoup parlé entre spécialistes, entre confrères spécialisés avec des gens ultra compétents, plus compétents que moi, qui effectivement probablement, qui étaient tous de mon avis. Il fallait donc l'atteinte à une liberté fondamentale. Je vous ai dit tout à l'heure que la condition du référé liberté, c'est qu'il faut une liberté fondamentale. Eh bien, quelle liberté pouvait être atteinte ici? Pas facile de savoir. C'était quoi la liberté atteinte? Ok, l'État ne fait rien. Admettons, il fait rien, il vend pas les masques, enfin, il construit pas les masques. Quelle liberté pouvait être atteinte? Eh bien, ça, c'est une nouveauté, et vous allez voir que c'est intéressant. Le Conseil d'État dit, bah ouais, mais ça porte atteinte au droit à la vie. Si je n'ai pas les masques, si je n'ai pas les protections, si je n'ai pas les mesures, potentiellement en tout cas, mon droit à la vie, tel que garanti par l'article 2 de la Convention européenne des droits de l'homme, peut être atteint. Et ça, c'est une vraie nouveauté. Pourquoi c'est une vraie nouveauté? Enfin, c'est une demi-vraie nouveauté, mais c'est quand même une vraie nouveauté ici. Parce qu'en fait, celui qui porte atteinte à votre droit à la vie, c'est pas tellement le virus. Enfin, c'est pas tellement les mesures, c'est le virus qui porte atteinte à votre droit à la vie. Je veux dire, c'est pas parce que vous avez des masques, fondamentalement, que votre droit à la vie n'est pas strictement menacé. Donc c'était douteux, ce droit à la vie. Je n'aurais pas parié un copec dessus, mais ça m'arrange que le Conseil d'État ait dit oui, je vous expliquerai pourquoi. Quoi qu'il en soit, continuons. Donc on vous dit, bah voilà, le problème effectivement qui se pose, c'est que tout ça, là, l'absence de mesures, l'absence de masques, l'absence de tout ça, et ben ça porte atteinte à mon droit à la vie. C'est pour ça que je vous demande de réquisitionner tout ce que vous pouvez. En gros, et c'est un peu le problème de cette requête, enjoignez à l'État de faire tout. C'est un peu l'idée. Enjoignez à l'État de faire tout. Alors, comment le Conseil d'État va réagir? Le Conseil d'État va vous dire, ouais, ok, la liberté fondamentale issue du droit à la vie, je suis d'accord, ouais, votre requête est recevable. Donc je ne vais pas l'acheter parce qu'il manque une des conditions. Il y a bien urgence, c'est bien atteinte potentielle à une liberté fondamentale. Mais maintenant, je vais aller voir un peu sur le fond, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour vous? Et il va dire un truc, le Conseil d'État, il va dire un truc intéressant, il va dire, s'agissant des matériels de protection autres que les masques, il ne résulte pas de l'instruction que des difficultés notables d'approvisionnement justifieraient que soient prises au plan national d'autres mesures que celles qui sont actuellement mises en œuvre pour assurer le suivi des besoins en la matière. Je traduis, les blouses, les charlottes, les lunettes, bah, en gros, vous ne me démontrez pas qu'il y a une carence. D'accord? Vous ne me démontrez pas qu'il y a une carence, et donc s'il n'y a pas de carence, bah, j'ai pas à répondre sur cette question, parce que finalement, je ne réponds que s'il y a une carence. Première étape. Deuxième étape. Alors, c'est vrai, pour les masques chirurgicaux, par contre, c'est un peu différent pour les masques chirurgicaux et FFP2 en particulier. Le Conseil d'État va rappeler un peu les choses. Il va dire, bon, alors c'est très intéressant ce qu'il dit. Écoutez bien, parce que vous allez voir que c'est intéressant. Il dit, bon. Le ministre, qu'est-ce qu'il nous dit là-dessus? Ben, il nous dit qu'au début de l'épidémie de Covid-19, alors ce serait intéressant de savoir c'est quand le début de l'épidémie de Covid-19. Ça, c'est un élément qui serait intéressant à savoir. Et vous allez comprendre. Dès le début de l'épidémie de Covid-19, le stock d'État comportait 117 millions de masques anti-projection dits chirurgicaux et aucun stock stratégique de masques dits FFP2. Alors, au début de l'épidémie, on n'avait rien.
C'est ça que dit le Conseil d'État. Alors, je repose ma question, c'est quand le début de l'épidémie? C'est vraiment une question fondamentale. Pourquoi c'est fondamental? Pour la raison suivante, c'est que le juge, moi je me prononce pas au début de l'épidémie, je m'en tape du début de l'épidémie quelque part. Ce qui m'intéresse, c'est maintenant. Maintenant, là, tout de suite, aujourd'hui. Est-ce que entre le début de l'épidémie et maintenant, l'État aurait pu pallier le problème du manque de stock? Le juge des référés s'intéresse pas à cette question, mais parce que c'est pas son rôle. Mais moi, par contre, c'est le mien, et ça va être le mien, je vais vous en parler dans le cadre de la Cour de justice de la République, entre autres, qui va être de dire, mais attendez, donc au début de l'épidémie, imaginons que ce soit début janvier. C'est à partir de quand je suis en épidémie? L'épidémie, elle se divise en 3 phases. Donc dès la phase 1 de l'épidémie, je suis en épidémie. Et d'ailleurs, c'est une question intéressante. Et c'est vraiment une question qui va être déterminante de savoir à partir de quand je suis en épidémie. À partir de quelle date je suis en épidémie. Et est-ce que, entre le début de l'épidémie, est-ce que dès le début de l'épidémie, vous avez pris des mesures qu'il fallait prendre, et vous avez notamment acheté et passé commande de masques, premier élément. Et deuxième élément, est-ce que cette épidémie qui était prévisible et dont vous saviez qu'elle était certaine, puisque c'est ce que vous dites dans le journal, eh bien, qu'avez-vous fait, qu'avez-vous pris comme mesure pour l'endiguer? C'est une question, évidemment, avez-vous acheté des masques? Ça va être la question majeure. Le Conseil d'État ne s'intéresse pas à cette question. Mais il vous dit quand même quelque chose d'important. Au début de l'épidémie, il n'y avait rien. Bon. Le ministre dit, excusez-moi, au début de l'épidémie, il n'y avait rien. OK. Mais la question d'après, c'est, les avez-vous commandés? Et quand? Et c'est là où on va se retrouver face à un blocage, vous allez comprendre. OK. Donc, pas de masque au début de l'épidémie. Top. Après des mesures visant à renforcer la production nationale et procéder à l'importation de masques à partir des principaux fournisseurs, dont la Chine, le Premier ministre a pris des décrets des 3 et 13 mars relatifs aux réquisitions nécessaires dans le cadre de la lutte contre le virus Covid-19. Bien, je traduis. On vous dit, bon, on a pris des mesures, l'État a pris des mesures visant à renforcer et procéder à la production nationale et procéder à l'importation de masques. Oui, mais quand? Je pose ma question. Oui, mais quand? Oui, mais quand, mais en quelle quantité? Par ailleurs, on vous dit, et il a 13 mars, il a pris une d'acquisition. Pareil. N'aurait-il pu les prendre avant? Et s'ils avaient pris avant, est-ce que ça aurait réglé une partie du problème? Absolument, sans aucun doute. Mais encore une fois, c'est pas l'objet du débat ici à ce stade. Je vous livre les éléments en temps réel pour traduire ce qui se dit et comment moi je vais les exploiter, ces éléments. Là, j'ai un Conseil d'État qui vient me dire, ouais, bon, ok, il a fait des trucs, mais il me manque des éléments. Quel début pour l'épidémie? Est-ce que vous auriez pu réquisitionner plus tôt? Ça va être des questions qui sont de nature à déterminer l'existence d'une faute administrative ou une faute pénale, le cas échéant. Mais je poursuis. Réquisition applicable jusqu'au 31 mai pour le stock de masques, FFP2, les masques anti-projection détenus par l'entreprise en assurant la fabrication et la distribution. Alors, j'attire votre attention sur un point. On a réquisitionné les masques, c'est top. Pourquoi le LCL en avait encore jusqu'à la semaine dernière, je ne sais plus combien, ça se comptait en millions, je crois. Pourquoi est-ce qu'il en avait encore? Comment se fait-il que si une pharmacienne, apparemment j'ai vu ça dans la presse là, cette semaine, vend des masques chirurgicaux en violation de l'acte de réquisition, où elle les garde par devers elle, eh bien effectivement, nous avons une faute, là où le Crédit Lyonnais n'a pas effectivement pour sa part jugé bon, avant la semaine dernière, de remettre ces masques, et donc à violer l'arrêté de réquisition, puisque l'arrêté de réquisition, il est applicable du jour où il est pris. C'est une vraie question, hein, ça. Mais laissons cela. Laissons cela, même s'il y a d'autres administrations d'ailleurs qui en avaient. Mais grâce à ces mesures, à des dons, ainsi qu'à la signature de plusieurs commandes portant sur plusieurs centaines de millions de masques, qui a été, écoutez bien, qui a été annoncé le 21 mars 2020. Alors ça m'intéresse, parce qu'elle a été annoncée le 21 mars 2020. Donc c'est-à-dire qu'elle a déjà été prise, cette commande. Et rappelez-vous que le ministre a jusqu'à après-demain, demain même, pour nous dire, pour nous donner la copie des bons de commande et des contrats. Je veux savoir à quelle date ça a été passé.
C'est ça qui est tout à fait singulier. Je veux savoir ce qui va passer. Là, j'ai un Conseil d'État qui, quand même, point par point, vient me dire, ce ministre, il a quand même commis une succession de fautes, parce que il a fait les choses une fois, il les a fait progressivement. Alors, et on va voir ce que ça donne. Le gouvernement prévoit de disposer de 24 millions de masques par semaine avec une augmentation progressive de capacité de production de 6 à 8 millions de masques par semaine, dont la moitié de masques FFP2, la moitié à partir d'avril. Sauf que, à partir d'avril, c'est autant de chances de perdu, c'est autant, par des pertes de chance, c'est à peu près ça l'idée, c'est autant de chances de perdu de ne pas être contaminé. Et c'est autant d'atteinte du droit à la vie. Mon droit à la vie, c'est comme si on disait, bon attendez, alors il y a une atteinte au droit à la vie parce qu'il y a quelqu'un qui tue. Là, je schématise, mais le droit à la vie, c'est ça. J'ai quelqu'un qui arrive et qui se met à tuer, la police se met à tuer tout le monde, mais vous inquiétez pas, elle a prévu d'arrêter dans 6 mois, ou dans 3 mois, ou dans 3 semaines. Et ben, effectivement, dans 3 semaines, votre droit à la vie ne sera plus atteint. Ok, mais pour l'instant, il est atteint. Vous voyez? Et donc là, c'est pareil. Peut-être que mi-avril, on aura tous les masques FFP2. Et ben ok, à partir de mi-avril, le droit à la vie sera garanti. Mais d'ici mi-avril, il est un fait que le droit à la vie n'est pas garanti. Alors on me dit, bah ouais, mais vous comprenez, il n'y en a pas des masques. Et l'État, il a fait tout ce qu'il a pu pour. Ah oui, mais ça, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème, ça. Ça, c'est pas mon problème en tant que justiciable. Moi, ce que je sais, c'est que cet État, concrètement, c'est pas moi qui le dis, c'est le Conseil d'État qui s'est tiré une balle dans le pied tout seul, en admettant le droit à la vie. À partir du moment où j'ai une atteinte au droit à la vie et qu'on me dit qu'il faut que si j'ai pas les masques, mon droit à la vie est atteint, bah le fait est que j'ai pas les masques. Oui, mais vous allez les avoir. Et ben quand je les aurai, à ce moment-là, mon droit à la vie ne sera plus atteint. Mais pour l'instant, il est atteint. Et donc, en toute logique, le Conseil d'État aurait dû dire, bah moi, je vous ordonne de livrer les masques. C'est pas ce qu'il va faire. Pourquoi c'est pas ce qu'il va faire? C'est pas ce qu'il va faire parce que il va dire la chose suivante. Il est vrai qu'une partie seulement, écoutez bien ce que je vous dis, parce que ça c'est une claque monumentale, ça s'appelle une PCD culottée au gouvernement, et dont effectivement, si les gens sont pas trop cons, et a priori je pense pas l'être, et je vais me servir devant la Cour de justice de la République, et surtout devant effectivement le tribunal administratif quand il s'agira d'aller demander réparation du préjudice que subissent les médecins, parce que là, et potentiellement d'ailleurs les citoyens, parce que là, ça fait mal, ça fait très très mal ce qu'il dit. Écoutez bien. Il est vrai qu'une partie seulement des masques qui sont mis à disposition des médecins et infirmiers de ville sont à ce jour de type FFP2, alors que ceux-ci sont nécessaires pour assurer une protection satisfaisante et doivent être changés toutes les 8 heures, c'est 4 heures, peu importe. Et d'autre part, que la dotation de masques chirurgicaux est quantitativement insuffisante pour que ceux-ci soient portés à défaut par les patients pris en charge. Terminé, retourne me coucher. Là, vous avez la faute de l'État. Le Conseil d'État vient de vous dire, alors quand j'entends la presse vous dire l'action du gouvernement est validée, c'est exactement l'inverse. Exactement l'inverse. L'État, ici, on est venu pointer du doigt, on est venu aggraver la plaie, mettre le doigt dans la plaie, et en disant, ok, il y en a besoin des FFP2. Il y en a besoin, mais, voilà, il y en a besoin, c'est vrai, c'est nécessaire pour protéger. Il dit c'est nécessaire. Alors ça m'intéresse qu'ils disent que c'est nécessaire, parce que notre petit Olivier Véran national, contre lequel je n'ai pas déposé plainte, mais quand même, est venu, moi, nous dire à nous, il y a 3 semaines, que non, les FFP2 n'étaient pas nécessaires. Mais bien sûr que non. Et sur les plateaux télé, vous aviez des gentils docteurs qui ont fait une thèse de médecine et qui exercent en ville en service commandé pour venir nous dire mais les FFP2 sont pas nécessaires. Bien sûr que non. Monsieur Salomon est venu à la télé, dans la presse, annoncer qu'il avait une étude scientifique pour dire que les FFP2 n'étaient pas nécessaires pour les soignants. Le Conseil d'État vous dit le contraire. Donc ces gens-là nous ont juste menti à l'époque, et je l'avais dit, et j'ai eu raison de le dire, et j'avais saisi le Conseil d'État moi-même, j'ai même pas eu besoin d'aller plaider, ils ont fait marche arrière avant, mais là, j'ai la caractérisation du côté du caractère volontaire de l'abstention qui me permet de poursuivre pénalement et, si je le veux, le ministre, je ne l'ai pas fait pour l'instant, et en tout cas le directeur général de la santé qui a osé, en tant que professeur de médecine, venir me dire que les FFP2 étaient
était effectivement satisfaisant. J'attire votre attention sur un point d'ailleurs. On pourrait s'interroger, j'ouvre une parenthèse et je la referme, sur la responsabilité quand même de la société française d'hygiène hospitalière, par exemple. J'ai pas tranché le débat, mais qui, après avoir dit que le FFP2 était nécessaire, est venu quand le gouvernement a dit non, non, mais c'est pas le cas, vous inquiétez pas, c'est pas le cas, eh bien, dire le contraire, a pris des recommandations dans l'autre sens. Donc on peut quand même se demander à un moment s'il n'y a pas une responsabilité en chaîne qui a accusé du retard, effectivement, dans la chaîne de transmission et dans la chaîne de responsabilité, déplorant ici ce que j'ai qualifié dans un post de gueulards, les gueulards d'hier qui allaient sur les plateaux télé pour gueuler mais qui n'ont rien fait au moment où nous on a saisi le juge avec Emmanuel Sarrazin et les autres, où on a saisi le juge. Bien. Poursuivons. Est-ce que l'État, donc pourquoi l'État n'a pas été enjoint à livrer ces putains de masques? Eh bien parce que, vous dit le Conseil d'État, toutefois, cette situation devrait connaître une nette amélioration au fil des jours et semaines à venir, compte tenu des mesures évoquées au point 7. Vous vous souvenez, les commandes. Il n'y a ainsi pas matière à prononcer les mesures que les requérants sollicitent et qui ne pourraient être utilement prises pour augmenter le volume de masques disponibles à bref délai, ces mesures étant, au demeurant pour certaines, déjà mises en œuvre. Pour le dire autrement, il dit « je peux rien faire, je peux toujours enjoindre le gouvernement ». Je le dis différemment. Je prends un exemple. Vous me devez de l'argent. Je peux effectivement vous faire condamner à me payer cet argent, mais si vous n'avez pas cet argent, je n'aurai jamais mon argent. C'est une... Voilà. Et le Conseil d'État dit bah, je n'ai pas le condamné à payer, puisque de toute façon, il n'a pas l'argent. Donc voilà, c'est pas la peine que je le condamne à payer, puisqu'il n'a pas l'argent. Alors cette mesure, moi, elle me pose un problème, et en même temps, c'est du pragmatisme judiciaire. Or, de manière orthodoxe, si je puis dire, en termes d'orthodoxie juridique, cette décision n'a pas de sens. Le rôle du Conseil d'État, c'est pas de se demander si l'administration a les moyens d'exécuter ou pas. C'est de dire le droit. Si le droit, c'est, en n'ayant pas de FFP2, vous portez atteinte au droit à la vie, le Conseil d'État enjoint l'administration. Que l'administration souffre de difficultés d'exécution, c'est son problème, quelque part. Mais le rôle du juge, il n'est pas là pour autre chose que dire le droit. Et ici, il vous dit que le droit est en faveur des requérants, mais que néanmoins, il ne va pas exécuter, il ne va pas être condamné parce que, eh bien, l'administration ne peut pas exécuter. Mais en même temps, c'est une mesure de pragmatisme judiciaire. À quoi bon condamner l'administration à exécuter quelque chose qui est déjà en route et qu'elle n'a pas les moyens d'exécuter? Et néanmoins, cela étant, le Conseil d'État laisse ouverte la porte à la faute caractérisée. J'attire votre attention sur le fait que cette requête était quand même notoirement inutile, parce que c'est exactement ce qu'avait dit la semaine dernière le Conseil d'État aux internes à propos des tests de dépistage, c'est exactement la même chose. Bref, deuxième requête, SMAER. SMAER va demander la même chose. Alors SMAER, lui, demande tout. Tout. Je veux tout. C'est FFP2, FFP3. Pourquoi FFP3? Ça, je sais pas d'où ça vient, FFP3, mais c'est pas grave. D'ailleurs, c'est marrant parce que... Enfin bref. Alors, ce qui nous intéresse dans la requête du SMAER, c'est la question de la chloroquine. Ils vous disent quoi? On veut que vous fassiez injonction à l'État de fournir et autoriser les médecins et hôpitaux à prescrire et administrer aux patients à risque l'association de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine en respectant les précautions d'emploi de cette association pour autoriser, et par ailleurs autoriser tous les laboratoires de biologie médicale à réaliser des tests de dépistage. Bon, ça c'est autre chose. Mais donc autoriser tous les médecins, pour faire simple, à prescrire et administrer aux patients à risque hydroxychloroquine et azithromycine. Je me demande qu'est-ce qu'a bien pu passer dans la tête des requérants
pour aller faire une pareille demande devant le Conseil d'État en référé? Je me demande, vraiment, hein, je veux dire, vous vous rendez compte qu'on demande au juge de l'urgence de venir en urgence précisément, et en 2 jours, autoriser tous les médecins de France à prescrire de l'hydroxychloroquine et de l'azithromycine, alors même qu'on a des essais cliniques en cours, alors même que des décrets en restreignent l'utilisation, alors même qu'il n'y a pas d'unanimité sur son utilisation, alors même que nous avons seulement une étude de 50 cas, ce qui ne veut pas dire, rappelez-vous ce que je vous ai dit, qu'il ne faut pas prolonger l'essai clinique. Mais ici, on vous dit, on s'en fout de l'essai clinique, t'as compris? On s'en tape de l'essai. Nous, ce qu'on veut, c'est les médocs. C'est, après le mariage pour tous, hydroxychloroquine pour tous. Je vous rappelle que le Conseil d'État, il vous dit, c'est ce qu'il vous répète en premier, c'est la notion d'atteinte, la carence de l'État, l'article 521.2, la carence de l'État porte une atteinte grave, manifestement illégale, c'est la notion de manifestement illégal. Il faudrait que le fait de ne pas autoriser tous les médecins de France et de Navarre à prescrire de l'hydroxychloroquine comme ça en un claquement de doigts constitue une atteinte manifestement illégale au droit à la vie. Alors là, les bras m'en tombent. Vraiment, hein, les bras m'en tombent. Les bras m'en tombent de ce que quelqu'un ait pu imaginer de pouvoir avoir pareille demande en référé. C'est à tout le moins stupide, et c'est ce que j'appelais faire du bruit, parce que ça n'est que ça, en fait. On fait un truc, là, vas-y, bam, on balance l'autoxychloroquine. Enfin, ben, je comprends pas. Le syndicat qui a fait ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. D'ailleurs, qu'est-ce que vous dit le Conseil d'État sur cette question? Ah bah la FMF s'est joint au truc. Alors eux, ils sont jamais de contradiction près. Tiens. La FMF, donc Fédération des médecins de France, qui s'ajoute à ce maire. Alors fédération, bref, je dis rien parce que je vais pas être gentil. C'est extraordinaire. La fédération, je le découvre. La Fédération des médecins de France demande prescription de l'hydroxychloroquine pour tous. Ridicule. Ridicule. Qu'est-ce que vous dit le Conseil d'État? J'en reviens pas. Il vous dit quoi? Il vous dit la chose suivante. Poète. Le dépistage, je m'en tape. Voilà. Hydroxychloroquine. Il vous dit, bon, bien. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais rappeler toute la législation, je vais vous rappeler dans quel cas on prescrit un médicament, blablabla. Et je vais venir vous dire la chose suivante. Le sulfate d'hydroxychloroquine est commercialisé par le laboratoire Sanofi sous le nom de marque Plaquenil, en vertu d'une version mise sur le marché délivrée le 27 mai 2004, avec, il vous donne les indications, c'est-à-dire polyarthrite rhumatoïde, lupus érythémateux subaigu, traitement d'appoint des rechutes de lupus, etc. On vous donne dans quel cadre ce médicament, vous vous rappelez, hein, je vous ai beaucoup parlé de l'autorisation sur le marché, dans quel cas ce médicament est utilisé. Pas de problème. Bon, on vous dit que le prescripteur, la société ne pouvait être prescrite avant, pour une autre indication, que dans les cas où c'était possible. Rappelez-vous la prescription hors AMM, donc, mais c'était possible. On vous rappelle ensuite, aucun traitement n'est à ce jour connu pour soigner les patients atteints du Covid-19. Une étude chinoise, publiée au début du mois de mars 2020, a documenté l'activité in vitro de l'hydroxychloroquine sur le virus qui en est responsable. Une recherche a ensuite été conduite du 5 au 16 mars par une étude de l'Institut hospitalo-universitaire de Marseille en utilisant l'hydroxychloroquine en associant avec un antibiotique, l'azithromycine, chez 26 patients, dont les auteurs déduisent que le traitement par hydroxychloroquine est associé à une réduction de l'expression de la charge virale chez les patients du Covid-19. On vous explique tout ça. 22 mars, essai clinique Discovery, pour tester 5 molécules, dont l'hydroxychloroquine, sur 3200 patients européens, dont 800 français. 15 jours, et alors, à compter du 24 mars, et les premiers résultats étaient attendus 15 jours après le démarrage de l'essai. Le Haut Conseil de santé publique a été consulté, vous dit le Conseil d'État, et vous dit que l'étude menée au sein de l'Institut hospitalo-universitaire de Marseille doit être considérée avec prudence
en raison de certaines des faiblesses qui justifient, du fait de son très faible niveau de preuve, la poursuite de la recherche clinique. Vous vous souvenez que je vous l'ai dit hier, ça. De façon générale, il vous dit qu'est-ce que préconise qu'est-ce que préconisent les autorités sanitaires. Bien. L'Organisation mondiale de la santé explique qu'elle n'aime pas trop l'hydroxychloroquine. En tout cas, elle se méfie un peu. Et il recommande donc ce Haut Conseil de la santé publique qu'il soit initié le plus rapidement possible dans le but d'éviter de passer une forme grave nécessitant un transfert en réanimation. Bon. Et on vous dit, le Premier ministre a pris effectivement des mesures en ce sens. Et il vous cite le décret du 25 mars, puis un décret du 26 mars, qui sont les deux pris. Et il dit, il y a 3 mesures dans ce décret. Et on vous explique tout ce que fait ce décret que moi je vous ai expliqué hier. Et donc, qu'est-ce qu'on en déduit? Qu'est-ce que vous dit le Conseil d'État? Il vous dit, il résulte de l'instruction que les études à ce jour disponibles souffrent d'insuffisance méthodologique, en particulier l'étude observationnelle menée à l'Institut hospitalo-universitaire de Marseille, qui a permis de constater une diminution, une disparition de la charge virale pour 13 patients après 6 jours de traitement, portait sur 26 patients, dont 6 n'ont pas été analysés, 3 mis en réanimation, 1 étant décédé. Ne comportait pas de groupe témoin. En fait, ce que va faire le Conseil d'État, je ne vais pas vous le détailler, mais il vous dit, qu'est-ce que tu viens m'emmerder là? Oh, t'es en train de me demander, à moi, juge déréféré, donc de l'évidence, de l'urgence, de venir remettre en cause l'avis du Conseil de santé publique, remettre en cause l'avis des instances sanitaires. Moi, pourquoi? Pourquoi je le ferais? Quel serait mon pouvoir? Heureusement qu'il ne l'a pas fait, le Conseil d'État d'ailleurs. Parce qu'il vous dit, ça suppose le respect de précautions particulières, mais un suivi spécifique des patients, et compte tenu des espoirs suscités par les premiers résultats obtenus à Marseille, une forte augmentation des ventes de Plaquenil en pharmacie officinale a été enregistrée, faisant apparaître des tensions d'approvisionnement. Bon. Et il vous dit après avec les décrets, le ministre a fait ce qu'il pouvait, et il ne résulte pas de l'instruction que de l'absence de mesures qu'autre que l'interdiction d'exportation révélerait une carence caractérisée du gouvernement dans l'usage des pouvoirs que lui confère la loi, portant une atteinte grave et, rappelez-vous, manifestement illégale aux libertés fondamentales. En d'autres termes, je ne comprends pas que ce truc ait été fait, mais vraiment, je ne comprends pas. Si vous vouliez, il y avait un truc à demander pour moi. D'ailleurs, je vais effectivement vous lire la 3e requête, parce que c'est pas inutile, et je vous en parle après. Alors là, c'est un petit truc un petit peu plus sérieux. Cette 3e requête, où on va venir demander la chose suivante. On va vous dire que les décrets du 25 mars et l'abstention du gouvernement à saisir l'agence du médicament pour avoir des recommandations temporaires d'utilisation. C'est-à-dire que, je passe sur les détails, mais pour faire simple, le gouvernement aurait pu dire à l'agence sanitaire du médicament, oui, mais il faudrait que vous m'autorisiez, pour faire simple, à prescrire le traitement dans le cadre effectivement de ce virus de manière temporaire. Voilà. Qu'est-ce que vous dit le Conseil d'État? Eh bien, parce qu'on dit voilà, il vous dit quoi? Il vous dit, blablabla, on reprend le même, et il va reprendre la même chose qu'avant. Il va vous reprendre exactement la même chose, puisqu'il va vous dire l'étude chinoise, blablabla. Il va vous dire, voilà, pareil, que on n'a pas assez de recul, et il va vous dire que, ça je m'en fous, voilà, que en gros, on comprend pas très bien ce que tu me demandes, dans la mesure où effectivement les dispositions ont été prises, et je comprends pas l'injonction que tu veux me faire faire. Voilà, un peu ça qu'il dit. Donc il rejette. Alors, qu'est-ce qu'il faut en déduire? Compliqué de savoir ce qu'il faut en déduire.
Moi, en légalité pure, je ne trouve pas que ces décisions soient mauvaises. Je trouve que ces décisions sont fondées. C'est-à-dire que, en tout cas, elles sont logiques. Il n'appartient pas au juge des référés, alors qu'une étude est en cours, sur le plan international, européen en moins, que le comité de santé publique s'est prononcé, de venir substituer son analyse à celle des autorités sanitaires et qui plus est, dans le cadre du référé, rappelant ici que le contrôle du juge se limite à l'atteinte manifestement illégale. Attention de manifestement. Il n'y a rien de manifestement illégal à vouloir attendre les résultats de l'étude Discovery. C'est aussi bête que ça. Ça, c'est la première chose. Le juge, rappelez-vous, une chose fondamentale que je n'aurai de cesse de vous répéter et que je dis, je ne fais pas de bruit, je ne fais pas du buzz et je ne fais pas je ne fais pas de buzz et je ne fais pas de politique. Ça, ce qu'on a demandé au Conseil d'État de faire, c'est à la fois du buzz et de la politique. C'est l'inverse de ce qu'il faut faire. C'est clair. Quelle aurait été, à mon sens, la bonne mesure, les bonnes questions à se poser dans cette affaire? Personne, et je suis étonné, que la Fédération des médecins de France n'ait pas effectivement eu la jugeote, à mon sens, en tout cas si j'en crois la requête, l'exposé des motifs, de dire mais attendez, j'ai deux problèmes avec votre essai clinique, votre décret là, deux problèmes. C'est que vous venez m'expliquer que il faut administrer le truc à tous les patients en réa. Ben ouais, mais je considère que c'est trop tard si vous faites ça. J'ai des éléments suffisants sur le plan scientifique pour vous montrer que, comme le prévoit l'étude Discovery par exemple, ou le décret, ça n'est pas comme ça qu'il faut faire. Et qu'il faut, comme le dit le professeur Raoult par exemple, administrer ça plutôt dans les formes modérées. Ça aurait été intelligent de ouvrir le débat là-dessus. Et presque que là-dessus. Et en disant autre chose, surtout, le principe d'un essai clinique, c'est d'avoir une cohorte la plus large possible. Et donc, ne pas inclure les patients symptomatiques modérés à cette étude clinique vient constituer une atteinte à une liberté fondamentale qui est potentiellement le droit à la vie, comme le dit le Conseil d'État. Ça aurait été intelligent. De dire, je ne vous demande pas de m'autoriser à prescrire, ça c'est stupide, mais de m'autoriser à participer à un essai clinique. Ça c'est plus intelligent. C'est pas ce qui a été fait. Disant, en fait, c'est, pour faire simple, vous me privez du droit de prescrire en AMM, mais surtout vous me privez de la possibilité de participer à un essai clinique. C'est vraiment ce qui m'embête en fait, dans cette histoire, c'est que il y a dans cette requête un peu de méli-mélo qui a perdu tout le monde en route, en fait. Qu'est-ce qu'il faut faire avec cette chloroquine et comment faut-il agir avec cette chloroquine 49 minutes 14? Je ne dépasserai pas une heure, ce serait quand même indécent. Que faut-il faire avec cette chloroquine, à mon sens? Hier, j'ai eu un appel, c'est curieux, de quelqu'un et de confrères qui me disent on va redéposer une requête pour que des médecins, et uniquement des médecins, bon, alors je comprends l'histoire de l'hydroxy. Il y a une question, je partage cet avis sur Discovery. Mais là où vous vous trompez, c'est que ça n'a pas été dit au juge. Là où vous vous trompez, c'est que c'est pas l'argument invoqué devant le juge. Et le juge ne répond qu'aux questions qu'on lui pose. On lui a pas dit l'étude Discovery n'est pas bonne. On lui a pas dit j'ai un problème, c'est que ce que vous faites est inefficace et je vous le démontre que c'est inefficace. Non, on vous a dit moi je vais être autorisé à prescrire pour tout le monde. Sur quoi l'a-t-on fondé?
Le fait est qu'il faut quand même un minimum de fondement. Sur quoi l'a-t-on fondé? C'est tout le problème. Si Discovery ne convient pas, alors il fallait effectivement s'en prendre à Discovery et expliquer pourquoi pourquoi Discovery convenait pas. On ne fait que poser. Si vous voulez, il faut bien comprendre quand je vous dis que le juge fait pas de politique, c'est ça que je cherche à vous dire. Moi, c'est pas comme ça que j'aurais présenté les choses. J'aurais exactement dit ce que vous dites en disant attendez, Discovery c'est une étude clinique, mais d'abord cette étude clinique elle pose un problème sur le plan médical à ce titre-là, ce titre-là, ce titre-là, et regardez sur quoi je m'appuie, c'est pas l'avis de Fabrice Divisio, c'est pas l'avis du médecin, mais voilà les raisons pour lesquelles il y a effectivement des soucis dans cette étude qui n'est pas représentative et qui effectivement ne teste pas l'hydroxychloroquine à l'azithromycine par ailleurs, et tandis qu'effectivement, lorsque j'ai un patient qui est en défaillance multiviscérale, je peux toujours courir pour essayer de le récupérer. Et qu'il faudrait généraliser l'essai clinique, mais là, c'est plus de la compétence du juge des référés. Parce que rappelez-vous que le juge des référés, il a juste un élément tout à fait important, c'est que lui, il s'intéresse à ce qui est manifeste. Est-ce que vous êtes capable aujourd'hui de me dire, et c'est une question que je vous pose, hein, médicalement, je vois là deux médecins qui m'ont répondu là, est-ce que vous me dites que manifestement, l'étude Discovery n'est pas bonne? Est-ce que vous êtes capable de me dire que c'est manifestement, non pas potentiellement, non pas probablement, mais manifestement? Est-ce que le degré de manifeste est suffisant? La réponse est non. La réponse est non. Vous avez des doutes sur la méthodologie. Vous avez des réserves sur la méthodologie. Oui, mais le juge n'est pas là pour entendre vos réserves. Le juge, c'est pas les réserves qu'il veut, c'est la notion de manifestement illégal. S'il est manifestement illégal que Discovery soit continué dans cette terme, le juge vous dira d'accord. Si c'est juste illégal, il vous dira non. Il faut que ça soit manifeste. Et oui, c'est le juge de l'évidence, le juge du référé. Quand effectivement de l'hospitalocentrisme, et c'est pas à la mode, bien sûr, on me dit le problème de cette étude, c'est que elle c'est de l'hospitalocentrisme. Mais bien sûr que c'est le problème. Mais bien sûr que c'est le problème. Mais en même temps, un dossier, ça se construit, cher ami. Moi, quand je vais devant le juge, j'y vais pas en une journée. C'est ça le problème. Alors, regarde, pardon, hein. Cour de justice de la République. Moi, il y a deux avocats qui ont bossé dessus, plus moi, un peu quand même, j'essaye, je n'anime pas que des lives, de temps en temps je bosse. Et effectivement, deux avocats full-time quasiment, qui ont bossé dessus sur au moins une semaine. Et quand je dis full-time, c'est full-time. On a mis une semaine, on a produit 170 pièces. Quand même. On l'a déposé jeudi dernier. Bien. Alors, si vous me dites... Attendez, je répondrai après à cette question parce que c'est intéressant. 170 pièces. J'ai déposé jeudi dernier, pas celui jeudi d'avant. Le lundi d'après, vous avez déjà 4 cas supplémentaires qui étaient déposés. Et comment ils ont fait? Comment ils ont fait pour déposer la requête dans 3 jours? Ben voilà, ils ont fait comme ça. Si vous voulez, c'est-à-dire le juge, ça se réfléchit, ça se débat. Je vous donnerai les pistes possibles d'action après. Vous me dites, j'ai pas de doute, c'est manifestement biaisé. Eh bien, prouvez-le moi. Ok, top chrono, prouvez-le. Prouvez-moi, au regard du droit et des données acquises de la science, donnez-moi de la littérature suffisante. Rappelez-vous que c'est l'évidence base médecine. Hein, c'est l'évidence base médecine. L'évidence base médecine, c'est la médecine basée sur les preuves. Donnez-moi des preuves que l'étude Discovery est biaisée. Donnez-moi des preuves évidentes, l'évidence base médecine, issues de recommandations nationales ou d'études internationales, selon lesquelles l'hydrochloroquine et eh bien, effectivement l'azithromycine ne sont pas valables sur des patients hospitalisés en réa dans les cas qui sont indiqués dans l'étude et que cette étude n'est donc pas probante. Prouvez-le. Je vous mets au défi. Hein. C'est un vrai défi que je vous lance. Parce que vous allez voir comment le juge, lui, fait de la médecine. Et vous allez voir qu'il y a ce qu'on appelle l'intuition clinique, il y a le sens clinique, il y a la probabilité clinique et il y a la preuve.
Vous ne pouvez pas demander à un juge de vous faire confiance sur la base d'une intuition, sur la base d'une étude de 40 personnes. C'est pas la peine. Moi, je vous dis, je vous donne pas le jugement. Je vous dis quel est l'état du droit. Parce que sinon, si vous considérez que 20 personnes sont suffisantes pour constituer l'évidence basse médecine, alors tout est évident. Toujours. Toujours, toujours, toujours. Ça ne veut pas dire, il faut bien distinguer deux choses. Généralisation de l'essai clinique, autorisation de prescription en routine. Généralisation de l'essai clinique, oui, c'est un élément sur lequel je vais revenir. Enfin, je vais essayer parce qu'il y a 1 heure déjà, mais généralisation de la prescription, niet, vous l'aurez jamais. Jamais, bien. Ou alors vous me montrez effectivement, clairement que c'est manifestement biaisé. Preuve à l'appui, mais pas attention. C'est pas un article publié. Ça me fait penser à une anecdote. Quand enseignant à la fac de médecine, il y a un type qui est venu me voir un jour et qui me dit est-ce que je peux injecter du soja? Du quoi? Du soja. Outre le fait que je lui ai demandé pourquoi faire quand même avant, je lui dis mais enfin intuitivement, enfin presque par réflexe, je lui dis mais il n'y a pas d'études. Je dis bah si, on a des études. Je dis ah bon? Et il me sort une étude sur 5 patients faite par lui. C'est le même débat. C'est le même débat. C'est-à-dire que ici, moi je veux bien. Vous me dites, c'est la chloroquine, c'est une atteinte manifestement illégale que de ne pas en donner à tout le monde. Prouvez-le-moi. Prouvez-moi que le Haut Comité de Santé Publique a tort. Prouvez-moi que les professeurs de médecine, sauf Raoult, ont tort. Prouvez-moi que les Chinois ont tort lorsqu'effectivement ils disent que bof, ça marche pas génial en ville. Ils disent pas ça marche pas. Ils disent ça marche pas génial et il faut prolonger les essais cliniques. Prouvez-moi que ça marche. Vous n'y parviendrez pas. Je vous garantis que vous n'y parviendrez pas et que je vous opposerai toujours les données acquises de la science. Et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux. Ça ne veut pas dire que, effectivement, il faille ne rien faire et ne pas prolonger l'essai clinique. On s'est un peu emballé dans cette histoire. Ma proposition d'ailleurs, mais qu'est-ce qu'il y aurait d'intelligent à faire là? Eh bien, justement, c'est ce que vous dites de passer du doute au manifeste. Comment je passe au manifeste? Je vous raconte une histoire pour bien vous faire comprendre de quoi on parle. Il y a 2 arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne, Smith et Perboons, qui, je crois, sont assez intéressants pour caractériser. Non mais excusez-moi, vous dites, vous dites, ça fait 2 semaines que je lis tout ce que je trouve sur le protocole professeur Raoult. Mais est-ce que vous vous rendez compte que vous me dites que ça fait 2 semaines? Rien que dans votre phrase. Ça fait 2 semaines. Ça fait 2 semaines, et en 2 semaines, j'ai une certitude manifeste que le traitement est le bon. Ça vous perturbe pas de dire ça? Ça vous perturbe pas d'employer 2 semaines et certitude? Pardon, hein? Mais je veux dire, moi je ne vous juge pas, hein? Je vous dis ce que vous dit le droit. Je vous dis, présentez-vous. Je répète mon truc, hein? Bonjour madame, bonjour monsieur. Il est 20h, je suis sur France 3. Alors vous êtes effectivement docteur Machin. Vous avez trouvé un traitement absolument manifestement efficace contre le cancer métastasé du sein. Je vous écoute. Eh bien écoutez, ça fait 2 semaines que je lis tout ce que je trouve sur le protocole fait par un de mes confrères, éminents confrères à Lille, parce que ça marche à Marseille, ça marche à Lille. Et effectivement, ce dernier manifestement a raison. Je lis tout ce que je trouve sur lui depuis 2 semaines. Ah oui, combien de patients, combien de milliers de patients? 40? 40. Oui, 40. Ah bon. Et l'étude Discovery. Ah bah une étude européenne qui vous dit que dans le cancer métastasé du sein, il faut donner, effectivement, il faut faire une chimio, machin, en dernière coupe quand on est vraiment sur métastase. Ah non, c'est pas vrai. Et pourquoi c'est pas vrai? Bah parce qu'effectivement, cette étude, elle est complètement biaisée, manifestement, écoutez bien le mot, manifestement biaisée. Et là, journaliste un peu malin, un peu honnête, je vous pose la question, excusez-moi docteur, c'est des preuves ou c'est une certitude personnelle? Non, c'est des preuves, mais alors vous les fondez sur quoi, vos preuves? Quelle communauté scientifique êtes-vous capable? C'est Staline, hein? Le Vatican, combien de divisions? Vous, combien de divisions? Combien de divisions? Je dis pas que ça marche pas. Écoutez bien ce que je vous dis. Vous confondez la notion d'essai clinique randomisé à grande échelle avec des cohortes avec la prescription en routine. Ce que vous demandez,
c'est la prescription en routine. Ce que vous dites, c'est que Raoult a raison. Ce que je vous dis, c'est que vous ne pouvez pas le prouver. Et que le principe de précaution plaide contre vous. Et que je suis désolé, mais on ne peut pas, parce que c'est une urgence sanitaire, le ministre a raison, et vous savez que je ne suis pas forcément celui qui donne raison en premier. On ne joue pas avec la santé des gens. Là où il ne va pas jusqu'au bout de son raisonnement, c'est qu'il pourrait, effectivement, non mais, l'étude est manifestement biaisée. Elle n'est pas manifestement biaisée, potentiellement biaisée. C'est quand même dingue. Manifestement. Vous vous rendez compte de ce que vous dites? Si elle est manifestement biaisée, eh ben prouvez-le. Prouvez-moi qu'une étude commencée il y a 2 semaines. Je vous rappelle quand même que l'hydrochloroquine et l'association de l'antibiothérapie, putain, ça fait 2 semaines quoi qu'on en parle, les mecs. Et, ça fait juste 2 semaines qu'on en parle. Mais alors, la généralisation étude en dehors de l'État est-il possible? Bien sûr qu'elle est possible. Et c'est là-dessus qu'il faut se battre. C'est sur une généralisation en plus grand nombre des patients avec une palette clinique plus importante. Et évidemment que les cabinets de ville sont intéressés. Et je le répète ce que je disais hier. On a l'impression dans ce pays qu'à l'hôpital, on fait de la recherche et des essais cliniques, et en ville, on distribue des antibiotiques et du Doliprane. C'est un truc qui ça m'énerve. Mais je vous dis que c'est pas des requêtes. Mais je vous dis que c'est pas des requêtes comme celle d'hier qui vont arranger les choses. C'est débile. Et pardon, je vais être un peu violent, mais c'est certainement pas en répétant que Discovery est manifestement biaisé, en le répétant sans le prouver, que vous arrangez les choses. C'est certainement pas en disant l'hydroxychloroquine plus rétromycine marche en ville que vous arrangez les choses. Prouvez-le moi. Or, l'humilité et la vérité commandent de dire que vous ne pouvez pas aujourd'hui. C'est là où personne ne comprend le bon sens. Il a raison, Raoult. Je ne dis pas qu'il a tort. Il a raison en ce que c'est prometteur. Eh ben génial. Justement, on a une piste. C'est là où il y a un biais méthodologique. C'est là où je ne suis pas d'accord avec le ministère. C'est là où je ne suis pas d'accord avec vous non plus d'ailleurs. C'est qu'en fait, je dis à partir du moment, et je suis d'accord avec Emmanuel Sarrazin sur ce point, lorsqu'effectivement, mais il y a un mec qui arrive, on a mieux aujourd'hui? Est-ce qu'on a mieux? On n'a pas mieux manifestement. Ça se discute. Parce qu'il y a notamment le tocilizumab qui marche un peu en Italie, mais on n'a pas assez de recul encore dessus. Manifestement, le mec, il n'est pas complètement con, il fait partie, c'est pas un interne de 3e année, c'est un mec qui a quand même une certaine stature internationale, et qui vous dit, bah, moi j'ai essayé, ça marche. Bon, alors après, il est ce qu'il est en termes de com, ok, il a un peu déconné en présentant ça comme un traitement acquis, mais n'empêche qu'il a une piste. Ce qui pose un problème, et qui mériterait qu'on saisisse le juge pour le coup, en y réfléchissant, et je n'exclus pas de le faire, mais il faut que j'y réfléchisse d'abord, j'ai pas l'habitude de faire les choses en m'emportant, et puis de toute façon, tout le monde va le saisir, ce juge. Je vais vous dire, enfin, je termine comme ma phrase. Le juge, là où ça vaudrait le coup de le saisir, c'est de dire, attends, maintenant, j'ai une étude sur 700 patients. Si bien compris, le dernier truc, pas le temps de regarder. Mais bon, j'ai quand même une étude. Et ce qui serait intéressant dans 10 jours, là où vous auriez une piste à jouer, c'est que si maintenant, dans 8 jours, quand effectivement Discovery revient, si c'est un foirage total, et que Raoult il vous dit que lui, par contre, effectivement, ça a marché, bah c'est que peut-être on découvrira le biais méthodologique à partir de là. Mais à vouloir se précipiter et demander tout, on n'obtiendra rien. C'est ça mon problème. Moi, quand je saisis un juge, je réfléchis avant de le saisir. Parce que quand le juge, il n'est pas là pour se faire médecin. Il n'est pas là pour se faire scientifique. D'ailleurs, il demande aux scientifiques. Il demande. D'ailleurs, le juge s'est fait remettre les études Discovery. Je veux dire, bref. Non mais non mais mais là où le débile, c'est peut-être moi. Ah bah, c'est gentil de dire ça. Non, madame, moi je suis pas un débile. Moi je suis un juriste. Alors si être juriste c'est un débile, bah prescrivez-la votre putain de chloroquine. Allez-y. Mais allez-y. Et on en parlera devant le juge une fois que vous y serez. Parce qu'après, je veux dire, vous allez voir comment ça cogne devant le juge. Vous allez voir, alors que le Conseil national, enfin je veux dire, c'est complètement hallucinant ce que vous me dites là. Moi je suis débile parce que je vous dis qu'effectivement, c'est pas manifestement, mais n'importe quoi. Je veux dire, enfin vous avez complètement craqué. Je veux dire, vous avez complètement craqué. Je les connais. Je veux dire,
pardon, mais je veux dire, vous avez complètement craqué de venir dire que moi je suis débile. Enfin, je veux dire, c'est complètement incroyable de dire ça. Bref, quoi qu'il en soit, je termine. J'ai perdu quelque chose là. J'ai perdu un truc. Je suis là. Voilà, moi je suis des. Alors, je lis quand même parce que c'est extraordinaire. Ce qui me perturbe, c'est de devoir renvoyer des patients chez eux du paracétamol en attendant les complications, c'est-à-dire quand il sera trop tard, alors qu'il y a un protocole qui permet d'éviter ces complications si donné à temps. Enfin, mais vous rigolez ou quoi de dire ça? Enfin, je veux dire, mais c'est quand même criminel de. Pardon, madame, mais c'est criminel de dire ça dans un groupe public. Non, vous n'avez pas le droit de dire ça, et rien que pour ça, vous mériteriez des sanctions disciplinaires. Enfin, je suis désolé, mais à un moment donné, vous êtes médecin et vous n'avez pas le droit de proposer un traitement illusoire comme effectivement étant éprouvé. Enfin, merde à la fin, quoi. Je veux dire, vous avez fait médecine, vous avez arrêté en quelle année? Et vous me traitez de débile, alors qu'effectivement, je vous dis que, je veux dire, c'est quand même complètement dingue cette histoire. Moi, mais je m'en fous, vous croyez quoi? Vous croyez qu'effectivement, moi, je veux pas qu'on ait de traitement? Ce que je vous dis, c'est que c'est pas le juge qui vous donnera raison sur ce terrain-là. Ce que je vous dis, c'est que là où vous comprenez rien à ce que je fais vous dire avant de me traiter de débile, c'est qu'effectivement, ce qui est débile, c'est de vouloir aller devant un juge des référés, qui est le juge de l'évidence, en disant qu'il est manifestement illégal, alors entendez bien le sens des mots, manifestement illégal, qu'un protocole clinique, d'essai clinique, soit généralisé en routine sur toute la population. Hier soir, on a encore. Attendez, c'est extraordinaire cette histoire de chloroquine. Je m'énerve parce que, au bout d'un moment, c'est incroyable le côté complètement. Enfin, c'est de l'inconscience pure. Hier, j'ai été contacté par des médecins qui m'ont dit ben non, mais nous, on veut faire un recours dans le Conseil d'État avec nos avocats parce que vous comprenez, on voudrait que la chloroquine nous soit réservée. On voudrait que la chloroquine nous soit réservée. Mais j'ai attendez. Je comprends pas. Ben oui, on voudrait être testeur clinique. Non, mais attendez, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas. Si l'essai clinique il est valable pour tout le monde. Il n'est pas valable pour les médecins. Non, mais si, il est valable pour les médecins. D'ailleurs, moi, j'ai des études qui prouvent que ça marche. Ok, envoyez-les-moi, super, on a les mêmes études. Prenez, enfin, je veux dire, enfin bref, tout ça pour dire, vous pensez ce que vous voulez, et je m'en fous. Prescrivez-le, vous ne pouvez pas. Faites les actions que vous voulez. Faites les actions que vous voulez. Mais vous allez juste vous faire jeter par le juge, et après, moi, je m'en tape. Hein. Moi, je le ferai pas pour l'instant. Moi, quand je fais un truc, c'est parce que ça a des chances de succès. Et à mes toubibs, aux miens, à ceux qui sont dans ce groupe et qui veulent, hein, moi je m'en fous, je dis, vous mêlez pas de ça pour l'instant. On va réfléchir. Mais là, il y a trop de recours. Il y a trop de monde qui demande de trucs. Il y a trop de buzz et ça va mal finir. Discovery revient dans 8 jours. Je vais vous dire, moi, j'ai une méthodologie précise, chère madame, quand même, sur ce point. Parce que je suis pas complètement stupide et que les données internationales de la science, je sais ce que c'est. J'allais vous parler de l'arrêt Smith et Perbund avant que vous m'insultiez, mais j'en parlerai pas, du coup. On va dire, dommage parce qu'il aurait pu vous être une utilité réelle pour vous dire effectivement que le débile, c'était pas complètement moi. Bien. Et ensuite, pour vous dire quoi d'autre, que, il y a une notion importante, c'est la donnée internationale de la science. Alors je vais vous dire ce que je vais faire, ce que le débile va faire. Il va effectivement contacter des mecs un peu partout dans le monde. Là, cette semaine, on a mis les mecs sur le coup, on a mis les collaborateurs sur le coup, plus les médecins sur le coup, qui utilisent déjà les antichlorophyllines, qui valident le protocole de Raoult. Parce que figurez-vous que le débile, c'est une chose, c'est qu'il y a un arrêt d'UMA du Conseil d'État qui vous dit que les recommandations, les données internationales de la science, même si j'ai une étude internationale, sont suffisantes pour réévaluer une question. Vous voyez? Bien. Et que donc, au Sénégal, ils l'utilisent, au Maroc, ils l'utilisent, en Algérie, ils l'utilisent, c'est les trois. Je vais effectivement prendre contact avec les États-Unis pour voir où ils en sont. À partir du moment où j'ai un mec, un professeur de médecine de Dakar qui vient et qui me dit ouais, chez moi, je valide le truc de Raoult, et qui me l'explique et qui se contente pas de le dire sur un forum, mais qui me le démontre, parce que pour l'instant, vous m'avez rien démontré, qui effectivement ensuite un mec d'Algérie qui me fait la même chose et un mec d'États-Unis qui me fait la même chose, là je peux retourner devant le juge. Là je peux dire, eh oh, bon, il est bien gentil le HCSP, ils sont bien gentils Discovery, mais moi j'ai 3 pointures internationales qui me disent et qui me l'expliquent, documentation à l'appui que ça marche. Alors maintenant tu veux faire quoi? Tu veux te retrouver effectivement, tu veux que l'État se retrouve poursuivi pour crime, ou pour en tout cas pour abstention fautive de nouveau et pour mise en danger de la vie d'autrui, parce que c'est comme ça que ça va se finir. Et là, on aura effectivement quelque chose de tout à fait intéressant. Alors voilà, je termine là-dessus. Pour vous, vous avez 2 options. Soit vous faites du buzz, soit vous faites du droit. Moi, je veux dire, en l'occurrence, vous pouvez gueuler tout ce que vous voulez, mais tant qu'effectivement, pour l'instant, c'est le droit qui vous dit ce que vous devez faire. Pour l'instant, vous pouvez gueuler tout ce que vous voulez, vous pouvez dire j'ai raison et vous déchirez les vêtements et vous roulez par terre, mais tant que le droit vous dit que vous avez tort, vous avez tort.
Alors vous avez deux options, gueuler ou réfléchir. Parce que je veux dire, c'est certainement pas en venant dire que finalement, oui, moi, ce qui me perturbe, c'est de devoir renvoyer les patients chez eux avec du paracétamol dans les complications. C'est-à-dire quand il sera trop tard, avec un protocole pour éviter les complications. Et si ça marche pas, vous faites quoi? Excusez-moi, j'aimerais que vous répondiez, si vous êtes encore là. Si ça marche pas, vous faites quoi? C'est une vraie question. Pouvez-vous exclure que votre patient, avez-vous lu l'étude chinoise quand même? Avez-vous l'étude chinoise que vous l'avez lue? Et pouvez-vous exclure que ce patient s'y retourne chez lui sans votre traitement miracle, ou disons avec votre traitement miracle plutôt, eh bien effectivement, ne va pas avoir de complications. Pouvez-vous me garantir que ce patient n'aura pas de complications? J'attends. Bon, manifestement, effectivement, vous avez dû partir. C'est dommage, parce que j'aurais aimé que vous me garantissiez. Qui? Levez la main là. Vous avez des médecins, levez-moi la main. Levez-moi la main. Levez la main, je veux qu'ici, maintenant, vous me levez la main et que vous me garantissiez que si demain vous prescrivez des gemcitabine plus la atromycine, eh bien effectivement, le patient ira mieux. Parce que si vous vous plantez, parce que s'il y a des complications, putain, c'est la tôle, mais c'est la tôle directe, les mecs. Direct. C'est la tôle, et c'est, mais alors avec une violence. Venez voir un petit peu comment ça se passe, les mecs qui sont en correctionnel chez moi. Venez voir les mecs qui sont poursuivis pour homicide involontaire parce que ils ont, à un moment donné, fait une erreur de jugement et ça se discute, ils ont fait une erreur de jugement. Venez voir la violence du juge qui s'abat sur vous. Venez un peu. Là, vous venez. Là, on verra à ce moment-là. Le Conseil national de l'ordre vous dit touchez pas à ça. Le Collège national d'enseignement de médecine générale vous dit touchez pas à ça. Et vous venez me dire, mon intuition clinique à moi, elle me permet de le faire. Ok, faites-le. Mais alors, si vous le faites sur un de mes gamins, si vous le faites sur un de mes gamins et que mon gamin se retrouve aggravé, je vous jure que je vous loupe pas. Et moi, c'est pas que moi. Hein. Je veux dire, donc, alors qu'il y a une lecture intelligente des choses, c'est de dire, il faut y aller par étapes. Comme le dit Emmanuel Sarrazin très justement, généralisons déjà à des cas plus légers, donc symptomatiques modérés, et qui plus est en ville. Et pour ça, nous avons besoin effectivement des études internationales, et c'est pour ça que moi je vais, pendant que je suis débile, ça m'agace au possible, c'est effectivement, mais enfin, j'ouvre une parenthèse, je la referme et j'arrête. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est ça qui pose problème? Est-ce que vous vous rendez compte que ce que vous faites là, c'est exactement ce que font le conseil scientifique de l'Élysée? Il vous dit je t'emmerde et j'ai raison. C'est ce qu'ils disent à Raoult. Je t'emmerde et j'ai raison. Raoult dit non, c'est pas vrai. Je t'emmerde et j'ai raison. On refuse de faire avancer les choses parce qu'il y a une vérité à laquelle on s'accroche. En la matière, aujourd'hui, la seule vérité, elle est celle qui vous est donnée par le droit. Je suis désolé, vous pouvez abroger l'état de droit, mais tant qu'il y aura un état de droit, la vérité est donnée par le ministre et par le juge. Et si vous ne voulez pas faire du droit, eh ben alors c'est qu'effectivement, vous allez faire de la médecine sauvage. Le médecin, rappelez-vous, est libre de ses prescriptions dans les limites fixées par la loi et les règlements. Article 8 du Code de déontologie. Voilà. Bref. Tout ça pour dire qu'il y a des pistes sérieuses, je vous ai décortiqué dans le conseil, je me suis énervé pour ça de merde, et que je ne vais certainement pas me laisser insulter, vu le temps que je passe à essayer de vous expliquer, c'est pas un médecin complètement débile qui va venir effectivement me donner des leçons. C'est-à-dire pas à moi. Je pense en avoir accompagné suffisamment pour savoir ce que sont les données acquises de la science. Bref, c'était sympa, à bientôt.